Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Merci à vous de choisir Géopolis Télévision pour vous informer. Bonsoir et bienvenue au sommaire. Les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État se sont ouverts ce lundi au centre financier de Kinshasa. Ces assises, ouvertes par le président de la République, ont rassemblé l'élite économique de la RDC. Vous en saurez plus dans cette édition. Et puis, pour mieux comprendre et maîtriser l'épidémie de la pox qui frappe la RDC et d'autres pays, de nombreux experts de la santé se sont réunis ce lundi 9 décembre afin de suivre un cours avancé sur la pox. Cette rencontre a été inaugurée par le ministre de la Santé publique. À l'international, pour soutenir particulièrement les pays africains, la communauté mondiale s'engage dans une mobilisation pour les pays à faible revenu avec un objectif de 120 milliards de dollars. Je l'ai annoncé en titre, ouverture ce lundi des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. À ce forum dont les travaux iront jusqu'au 14 décembre est centré sur le thème « Faire des entreprises publiques un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC ». Ces assises, ouvertes par le président de la République, ont rassemblé toute l'élite économique du pays, notamment les mandataires publics principaux concernés, mais également les acteurs politiques, scientifiques et les chefs d'institutions. Patrick Ilunga, Dieudonné Boinali et Béni Ifombo étaient sur place. Entreprises de l'État, 24 ans après les derniers états généraux des entreprises de l'État et 16 ans après les réformes des entreprises publiques, l'intelligentsia économique et politique procède à nouveau au diagnostic de ces entreprises. D'emblée, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, pointe la faiblesse généralisée des entreprises publiques, pourtant censées constituer la colonne vertébrale de l'économie. La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Dans l'ensemble, elle traverse une crise profonde qui se caractérise par des résultats négatifs récurrents, le vieillissement du personnel, l'endettement excessif, le faible niveau d'investissement stratégique, le faible taux de recouvrement des créances, la spoliation de leur patrimoine, la corruption et le détournement. Elles sont victimes de décisions judiciaires iniques. Les entreprises publiques sont aujourd'hui caractérisées par une faible culture de performance, ce qui impacte toute l'économie du pays au point de voir leur contribution au produit intérieur brut passer de 36% en 1980 à seulement 0,4% selon la dernière estimation. Le président Félix Tshisekedi, qui a impulsé ces travaux, propose sa recette pour transformer les entreprises publiques. Il est temps que les entreprises du portefeuille de l'État deviennent des modèles d'excellence et de compétitivité, capables de créer des emplois, de contribuer aux recettes publiques et d'offrir des services de qualité à nos concitoyens. Et de cette manière, propulser notre nation vers une nouvelle ère de prospérité. Cet idéal exige une transformation en profondeur. Repenser les modes de gestion de ces entreprises, moderniser leurs pratiques et revisiter, si besoin, pactes sociaux existants qui freinent leur croissance et leur compétitivité, et enfin, intégrer des technologies innovantes. Le président de la République promet des réformes ambitieuses et structurantes pour redresser les entreprises de l'État. Il recommande en outre de passer de l'étape des forums à celle des actions transformatrices.
Et après l'ouverture des états généraux du portefeuille, des attentes ont été formulées. Certains participants expriment le vœu de voir ces assises déboucher sur des réformes importantes et que les entreprises publiques répondent désormais à des besoins de base de citoyens. Je propose de suivre Fabien Moutombe, directeur général de la Société nationale de chemin de fer congolais, et maître Jérémy Kalala, acteur politique et haut cadre du parti courant des démocrates rénovateurs. Tous les intervenants convergent vers un point. C'est la position de son Excellence, le Président de la République, qui voudrait voir les entreprises répondre aux besoins basiques de la population. Que toutes ces entreprises puissent s'inscrire dans les 6 programmes du deuxième mandat du Président de la République. C'est tout ce que je peux dire. Mais ce qui nous importe, c'est plus là où nous allons chuter et les applications des résolutions qui seront issues de ces assises. Ok, aujourd'hui, monsieur le journaliste, je vais vous dire quand vous allez vous rappeler que le 20 janvier, le président de la République, lors de la prestation de serment, avait fondé ce quinquennat sur 6 piliers, notamment la création des emplois. Et aujourd'hui, le ministre Jean-Lucien Boussa voudrait remettre les entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie congolaise. Il faudrait que ces entreprises puissent jouer réellement leur rôle de contribution, de contribuer à la diversification et à la croissance économique, à la création des emplois, à la contribution de PIB au paiement des impôts, au développement social de la population. Ici, le ministre du portefeuille Jean-Lucien l'a très bien dit. Donc, ces états généraux devront déboucher sur des recommandations qui seront suivies de réformes afin de mettre les entreprises du portefeuille qui interviennent, qui occupent un pan important de l'économie congolaise dans le secteur minier, dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur de l'agriculture, dans les banques. Donc, tous ces secteurs importants et stratégiques devront jouer un rôle important en vue de la croissance et la diversification économique. Donc nous croyons que les conclusions, les recommandations de ces états généraux vont permettre à nos entreprises de prendre l'essor de l'ascenseur pour le bien de l'économie et du développement social de nos... En intervenant dans ce journal, il a aussi participé à cette première journée des États généraux à des entreprises du portefeuille. Dieudonné Boinali, bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Alors vous étiez là mardi dernier pour annoncer justement cet événement et aujourd'hui, ça a été le lancement officiel de ces États généraux à des entreprises du portefeuille. Mais nous voulons savoir pourquoi organiser les États généraux des entreprises du portefeuille de l'État aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une problématique qui a été formulée justement pendant cette journée d'ouverture? Justement, Damani Mujinga, vous vous souviendrez avec nous que après la réélection du président Tshisekedi pour son second mandat, il avait promis à ses électeurs que nous sommes, qu'il va créer 6,5 millions d'emplois en 5 ans. Et pour ce faire, le chef de l'État, en tant que garant de la nation, ne compte pas seulement sur les investissements privés, étrangers, mais aussi sur la promotion de l'entrepreneuriat et la réforme des entreprises publiques du portefeuille. Ces dernières doivent aussi contribuer dans la création de l'emploi. Pourquoi avoir organisé ces États généraux? Parce que l'État congolais au jour d'aujourd'hui ne dispose pas de beaucoup d'entreprises publiques. Et le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa les a énumérées. Et elles sont au nombre de 33, donc moins de 50 entreprises publiques qui font partie du portefeuille de l'État. Avec ces nombres comparés à d'autres puissances régionales comme l'Angola, l'Afrique du Sud, la Zambie, la Tanzanie, c'est difficile de créer de l'emploi et d'augmenter la richesse nationale. D'où 24 ans après,
après les derniers états généraux organisés en l'an 2000, et le ministre du portefeuille a décidé de proposer cette idée au gouvernement et l'idée a été acceptée. Adopté, oui. Et nous y sommes. Les états généraux du portefeuille se sont organisés 24 ans après. C'est un pari gagné pour le ministre Jean-Lucien Boussa, mais il reste à appliquer les recommandations qui sortiront de ces assises. Ouais. Alors, quel est le poids économique actuel du Dieudonné Bonali et la contribution de ces entreprises au budget de l'État? Comme vous l'avez dit, le ministre du portefeuille a énuméré près de une trentaine d'entreprises justement de l'État. Mais quel est le poids économique actuel de ces entreprises? Damani Mujinga, avant l'ouverture de ces assises par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, tous les participants ont eu à auditionner les discours des éminents experts, dont le secrétaire général du COPIREP, attendons par là, Comité de pilotage des réformes des entreprises du portefeuille de l'État. Il a été suivi par le président du Conseil supérieur du portefeuille, qui a dressé les tableaux sombres de l'état actuel des entreprises publiques du portefeuille. Oui. Et il a été suivi par le ministre Jean-Lucien Boussa. En résumé de ces trois interventions, nous avons retenu qu'il y aura 82 sujets qui seront développés lors de ces assises. Concernant le poids économique des entreprises du portefeuille de l'État, dont les états financiers ont été validés par les experts et les commissions gouvernementales, 26% seulement du PIB, telle est la contribution des entreprises du portefeuille de l'État au budget actuel de la République démocratique du Congo. Je répète, 26% seulement du PIB. C'est un manque à gagner quand même. Soit 14,5 milliards de dollars américains. Et malheureusement, jadis, les entreprises du portefeuille de l'État, selon Jean-Lucien Boussa, contribuaient à 36% au budget de l'État. Au jour d'aujourd'hui, les contributions sont maigres et elles sont à moins de 1%. C'est selon toujours le ministre du portefeuille. Et cette situation triste a plusieurs raisons. Vous avez la malgouvernance, vous avez les mauvais choix des mandataires, vous avez aussi la structure de ces entreprises publiques qui pose problème, vous avez aussi le manque d'investissement de l'État congolais dans ses propres entreprises qui n'est pas suffisant. Vous avez aussi la nomination des politiciens, des politiques à la tête de ces entreprises, ou à la place des technocrates. Ces exemples sont légion. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les entreprises du portefeuille de l'État ne sont pas compétitives, elles ne sont pas rentables. L'État lui-même, qui est le principal actionnaire dans ces entreprises publiques, ne se retrouve pas. Et en ce qui concerne la création de l'emploi, les entreprises ne créent pas de l'emploi. C'est toujours les emplois existants créés par les structures qui ont été mises en place par les législateurs congolais. Il n'y a pas de nouveaux emplois. Par exemple, si vous allez par exemple à la Société nationale d'électricité, au moment où on parle des énergies renouvelables, de la transition énergétique, mais vous trouvez que la Société nationale d'électricité, la SNEL, fonctionne avec des anciens statuts. Or, le monde a évolué. Cette société, par exemple, peut investir dans la transition énergétique. Il faudra actualiser. Mais malheureusement, elle est restée dans la production hydroélectrique. Au moment où on parle de l'énergie éolienne et de l'énergie produite grâce aux panneaux solaires, d'où il faut transformer cette société. J'ai donné qu'un exemple. Les exemples sont légion. Toutes les entreprises publiques ont des sérieux problèmes, d'où il faut des réformes pour changer des caps, changer des paradigmes. Là, j'emprunte les mots au ministre Jean-Lucien Boussa. Nous espérons que ces recommandations ne seront pas classées dans les tiroirs et qu'elles seront appliquées, parce que le chef de l'État a dit, lors de la conclusion de son speech, il a dit « J'en ai marre des forums et des états généraux. Il est venu le moment de passer à l'action. »
Voilà. pour transformer réellement les entreprises publiques portefeuille. Voilà, merci à vous, Dieudonné Bonali. Merci aussi pour vous, pour l'invitation. Poursuivons ce journal. Dans un autre registre, le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises et initiatives a échangé samedi 7 décembre 2024 avec les étudiants de l'Université de Bunia sur des questions relatives au développement de la province de l'Ituri. À cette occasion, Louis Watum Kabamba a encouragé les étudiants de cette alma mater à cultiver un esprit de patrie, d'intégrité et de méritocratie pour favoriser le développement de la République démocratique du Congo. Suivant. Il était 15h50 lorsque l'appareil transportant le ministre national de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries a atterri à l'aéroport de Bunia à la tête d'une forte délégation composée des honorables députés nationaux de l'Ituri et des directeurs généraux des structures évoluant sous sa tutelle. Louis Watum Kabamba a été accueilli au bas de la passerelle par les autorités politico-administratives de la ville de Bunia avant de communier avec la population venue en masse pour son accueil en tant que fils du terroir. De là, le cortège s'est dirigé vers le gouvernorat de la province de l'Ituri pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale, le général Johnny Luboya. Avant d'aller à la rencontre des étudiants de l'université de Bunia, son Excellence Louis Watum Kabamba est allé consoler la famille du patriarche Aoussaï Asenga, décédé depuis le 22 novembre 2024 à Kinshasa. Et que ce soit l'occasion de renforcer encore nos liens davantage pour que la mémoire de Papa Aoussaï soit honorée génération après génération après génération. Sans se lasser, le patron de l'industrie et de l'entrepreneuriat est allé à la rencontre des étudiants de l'université de Bunia à Bunia. Un moment d'échange où Louis Watum Kabamba a insisté sur l'amour de la patrie, l'intégrité, l'obligation des résultats et la méritocratie, valeurs qui vont permettre le développement de la République démocratique du Congo, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rencontre s'est ponctuée par la visite des stands. Cette journée s'est clôturée par les audiences qu'il a accordées à toutes les couches de la population de l'Ituri, notamment l'AFEC, les confessions religieuses, les partis politiques, les structures des jeunes, les structures des mamans, les entrepreneurs et tant d'autres. Il s'y est de signaler que cette mission conjointe avec la présence des directeurs généraux des structures évoluant sous la tutelle du ministre de l'Industrie et du Développement des PME s'inscrit dans le cadre de prospection, d'inspection et de sensibilisation sur les enjeux de développement industriel et la promotion de l'entrepreneuriat. Puisque nous venons de parler d'étudiants, retenez que le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUICO, qui regroupe 116 associations des professeurs à travers la RDC, a lancé ce lundi une grève dans le secteur de l'enseignement supérieur. Les revendications des grévistes incluent l'intégration des professeurs non régularisés dans la base salariale de l'État, ainsi qu'une correction de rémunération conforme au statut réel de chaque enseignant. Il réclame également l'application immédiate de 50% du nouveau barème salarial signé en octobre qui prévoit pour un professeur associé une prime mensuelle d'environ $2200. Cette demande vise à compenser la perte de pouvoir d'achat des enseignants dont les conditions des rémunérations restent un sujet de préoccupation majeure. Un autre sujet de santé publique, cette fois-ci d'envergure mondiale, concerne le lancement d'un cours avancé sur l'Mpox. Le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a inauguré ce lundi 9 décembre 2024 ce premier cours organisé par PRISM, la plateforme de recherche internationale en santé mondiale, en collaboration avec l'Institut national de recherche biomédicale INRB, en collaboration avec plusieurs partenaires. L'objectif est de mieux comprendre et maîtriser cette épidémie qui touche la RDC et d'autres pays. Dans Momat nous en dit plus. En 2024, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a lancé à Kinshasa le premier cours avancé sur l'Mpox, une initiative organisée par PRISM en collaboration avec l'INRB et plusieurs partenaires nationaux et internationaux.
Ces programmes visent à renforcer les capacités locales pour mieux comprendre et maîtriser cette épidémie en RDC et au-delà. Le professeur Mumba, représentant du directeur de l'INRB, a souligné l'ampleur de la crise, précisant que la RDC, lourdement touchée, joue un rôle clé dans la riposte. L'objectif de ces cours étant de doter les participants d'outils et des compétences nécessaires pour améliorer la surveillance, le diagnostic, en un mot, le contrôle de la maladie. Pour Steve Aouka, coordonnateur des Prismes, cette formation permettra d'actualiser les connaissances sur les aspects cliniques et épidémiologiques de l'Mpox, tout en créant un réseau de collaboration durable. Le professeur Éric Delaporte a insisté sur l'importance d'une réponse coordonnée, en particulier dans un pays endémique comme la RDC. Jean-Marie Kaembe, de l'Université de Kinshasa, a évoqué le progrès réalisé grâce à cette collaboration internationale qui renforce les capacités des chercheurs congolais. La seule chose que l'on partage sans jamais s'appauvrir, c'est la connaissance. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a conclu en réaffirmant l'engagement du gouvernement pour une lutte efficace contre l'Mpox et la consolidation du système de santé du pays. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à accompagner ces efforts. Ce cours n'est qu'un début. Nous devons continuer à mobiliser des ressources, à renforcer la résilience de notre système de santé et à préparer nos acteurs à faire face à des défis sanitaires de plus en plus complexes. Ces cours représentent un pas majeur dans la lutte contre l'Mpox, réunissant des experts intervenants tant congolais qu'étrangers pour une réponse collective, coordonnée et durable. Dans le même registre, le ministère de la Santé reste vigilant face à l'évolution d'une nouvelle épidémie non encore identifiée en Panzi dans la province du Kwangu, tout en suivant de près la situation de l'Mpox. Au cours de la semaine, 49 604 cas suspects ont été signalés, dont 8 confirmés sans décès, réduisant ainsi le taux de létalité à 0%. Depuis janvier, la RDC a enregistré 53 860 cas suspects, 11 984 cas confirmés et 1255 décès, avec un taux de létalité de 2,33%, en légère baisse par rapport à la semaine 48. Pour plus de détails, écoutons ce propos recueilli par Gigi Nende. La situation autour de la semaine 49, donc il faut noter que à cette semaine, on a enregistré 604 cas. C'est une légère augmentation par rapport à la semaine dernière, 48, où on était autour de 427 cas. Et de manière globale pour la létalité, pour l'ensemble des cas suspects, on est autour de 2,3%, ce qui n'a pas beaucoup varié avec les semaines antérieures. Et aussi on a fait le point sur les activités de différents piliers, notamment le laboratoire, la surveillance, et on s'est présenté sur la vaccination, où il faut commencer à accélérer la vaccination avec le deuxième passage et aussi mettre en œuvre la stratégie de vaccination autour des contacts. Donc ça, ce sont les activités qui vont être menées dans les jours à venir. Voilà. En dehors de Mpox qui sévit, qui a fait l'objet de la discussion tout à l'heure, il y a la situation de la zone de santé de Panzi, où une maladie fébrile d'étiologie inconnue est en train de subir une réponse de tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial, au niveau local. Et à ce jour, nous avons 416 cas notifiés, avec 31 décès. Et les équipes nationales ont été multidisciplinaires, ont été déployées dans la province et même dans la zone de santé de Panzi pour améliorer les investigations épidémiologiques et même les investigations biologiques, pour aussi prendre en charge les cas des personnes qui sont affectées et aussi pour assurer bien sûr l'aspect de communication des risques pour les populations qui sont à risque et les populations affectées. Voilà un peu ce qui se passe. Il y a aussi la dotation des médicaments qui a été fait. Et tous les niveaux, le niveau provincial et même le niveau national, ont assisté la zone de santé et les populations par rapport à des médicaments qui sont nécessaires pour gérer cette épidémie.
Dans un tout autre domaine, après l'ouverture du procès de 83 gangsters urbains Kuluna, à mercredi 4 décembre, en procédure de flagrant délit devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngalema, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé la mise en œuvre de la peine de mort à l'encontre des prévenus. Cette décision a suscité des critiques de la part de la nouvelle société civile congolaise qui estime que le gouvernement devrait plutôt se concentrer sur les causes profondes du banditisme tel que le chômage, plutôt que d'opter pour l'exécution des peines. Écoutez Jonas Tchombela, joint au téléphone par Patience Lokeke. Comment nous pouvons voir au sein des mêmes gouvernements, il y a des opérations qui se lancent sur la même question. On a l'impression qu'il y a dysfonctionnement au niveau du gouvernement. Il y a l'opération Ndobo au niveau du ministère de l'Intérieur, dont on ne connaît pas encore le contenu. Il y a l'opération Tolérance Zéro, où le ministre appelle à l'exécution de Kuluna qui seront repris dans l'affaire. On s'attaque aux gens qui volent le téléphone ou violentent certaines familles et aussi ce que nous condamnons du reste. Mais les Kuluna en cravate qui mettent le pays à genoux, qui prennent des millions, des milliers d'argent, leur sort c'est quoi? 2 poids, 2 mesures, ça ne peut pas nous amener à la justice recherchée comme nous la voulons, la justice juste. Cette justice spectacle que le ministre tente d'inaugurer ne pourra pas apporter des solutions à partir du moment où elle est sélective. Et il y a des gens qui sont exemptés, comme le Kuluna en cravate et le Kuluna des robinets, et sont soumis à ce dictat-là. Donc, nous pensons que le ministre, il est avocat connu de tout le Congolais. Ça suppose qu'il connaît les règles du jeu. On ne peut jamais condamner quelqu'un sur une base de déclaration des ministres. Il y a une procédure dans la justice, il y a les règles du jeu dans la justice, il y a la légalité même de la peine qui doit refléter l'esprit et la lettre de la loi, qui ne doit pas respecter l'esprit et la lettre des ministres. Il faut s'attaquer aux causes et non aux conséquences. Les causes, c'est quoi? C'est le chômage. C'est les délinquants qui sont dans la rue sans emploi. Comment faire pour que la jeunesse ait de l'emploi? La politique d'encadrement de la jeunesse, et qui a étudié ou qui n'a pas étudié, n'existe pas assez. C'est là qu'il faut chercher la solution pour atténuer tant soit peu les effets qu'ils sont en train de combattre, qui du reste ne pourront jamais être éradiqués. De la question de la peine de mort, passons à une compétition sportive. Le week-end dernier a été riche en événements sur les terrains de football avec la Ligue des champions de la CAF. Des 2 clubs congolais concernés aussi par ces rencontres. Mazembe peine à s'imposer. À Maniema Union continue de titiller les grands cadors africains. Blaise Kozola. Les 2 clubs représentant la République démocratique du Congo en Ligue des champions de la CAF ont joué ce week-end. D'un côté, Maniema Union qui récidivait son résultat de la première journée, de l'autre, Mazembe qui peine à décoller. Tout d'abord, ce samedi 7 décembre, au stade de Martyrs de Kinshasa, l'AS Maniema Union était encore une fois devant un géant du continent. Après avoir arraché un match nul lors de la première journée de cette phase de groupe en Afrique du Sud, devant le Mamelodi Sundowns, les unionistes faisaient face à Raja Casablanca. Logiquement, c'est le club marocain qui marque en premier et fait respecter son statut de favori. Mais le club de Kindu trouve l'égalisation par l'entremise de Joseph Bakassou à la 79e minute. Les 2 équipes se quittent sur un nul d'1 but partout dans cette rencontre du groupe B. On espérait gagner ce match, mais sur une balle de contre-attaque, Raja a ouvert le score. Manque de concentration en repli défensif. Ils ont bien joué le coup, ils ont marqué tout de suite. Mais néanmoins, on a toujours continué à contrôler le match, on a joué notre football. Mais malheureusement, on n'a pas pu revenir à temps pour essayer de basculer, marquer une deuxième bonne chance. Mais moi, je félicite toujours mes joueurs. Sous le soleil, ils ont tout donné. Ils ont presque dominé le match. On a créé beaucoup d'occasions, je ne sais pas combien, mais bon, on va les analyser calmement le soir et pour voir qu'est-ce qui n'a pas été. Mais d'emblée, comme ça, je vois qu'on a un petit problème de définition. Et voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions à chaque match, mais on marque peu. On a du pain sur la planche, il faut travailler prochainement pour faire mieux. Ensuite, c'est dimanche 8 décembre dans la soirée, le TP Mazembe n'a pas réussi à tenir un nul qui semblait pourtant s'y dessiner. Ayant concédé l'ouverture du score contre Al Hilal, qui marque sur pénalty après 22 minutes de jeu, les Corbeaux vont s'en remettre à Oscar Kabouit pour égaliser à la 64e minute.
Cependant, le club soudanais, entraîné par Florent Ibenge, ne va pas abdiquer et va inscrire le but victorieux dans le temps additionnel de ces matchs du groupe A. De fait, 2-1 de Mazembe, dont le bilan en ces débuts de la phase de groupe est négatif, avec un nul et une défaite en 2 matchs. Pour la 3e journée, Maniema Union va défier le club marocain du phare de Rabat à Kinshasa le 14 décembre. De son côté, Mazembe accueillera les Tanzaniens de Young Africa à Lubumbashi à la même date. En sport, parlons maintenant de la 26e édition de la CAN Handball Senior Dames qui s'est clôturée ce samedi 7 décembre au gymnase du Stade des Martyrs. Si l'Angola a conservé son titre, la République démocratique du Congo a terminé à la 5e place. Blaise Kouzola au commentaire. La 26e édition de la Coupe d'Afrique de Nations de handball senior dames RDC 2024 a fermé ses portes samedi 7 décembre dernier au gymnase du Stade de Martyrs avec le sacre de l'Angola en finale devant le Sénégal 27-18, conservant ainsi son titre pour la 5e année consécutive et son 16e couronnement continental. Un succès de plus des Palancas Negras qui prouvent à nouveau leur suprématie sur l'échiquier continental et encore une fois, elles vont être en tête de représentants africains au championnat du monde qui aura lieu en 2025 du 27 novembre au 14 décembre en Hollande et Allemagne. À l'issue de cette compétition, les Congolaises Alexandra Lutu-Nushunu et Pina Luambo ont été récompensées, figurant dans l'équipe type de la compétition comme meilleure arrière droite et ailière gauche. Les Congolaises forment le Big Seven aux côtés de Ali Goma d'Égypte, meilleure gardienne, Sania Soukeina du Sénégal, meilleure arrière gauche, Fonseca Natalia d'Angola, meilleure arrière droite, Diagoura Fanta de la République du Congo, meilleure demi-centre, et Alberta Kasoma Almeida d'Angola, meilleur pivot. Auteur de 39 buts et 28 passes décisives, Diagoura Gafanta de la République du Congo a été sacrée meilleure joueuse de la compétition, une récompense méritée au vu des performances de la dite Fanta. Avec 46 buts inscrits en 7 matchs, dont 6,5 buts par match, Anteba Ngadi du Cameroun a obtenu la récompense de la meilleure buteuse de la compétition. Par ailleurs, voici les classements finaux de la compétition. Angola, première, 2e Sénégal, 3e Tunisie, 4e Égypte, 5e RDC, 6e République du Congo, 7e Cameroun, 8e Algérie, 9e Guinée, 10e Cap-Vert, 11e Kenya et 12e Ouganda. Au-delà du titre, rappelons que l'Angola s'en va avec le pactole de 25 000 €, le Sénégal empoche 20 000 € et la Tunisie 15 000. Les autres primes n'ont pas été évoquées. Avec une génération montante, la République démocratique du Congo espère faire mieux que la 5e place en 2026 lors de la prochaine CAN qui se jouera en Tunisie. Place à présent à l'actualité internationale. La communauté mondiale s'engage dans une nouvelle phase de mobilisation pour les pays à faible revenu. La reconstitution des fonds de l'Association internationale de développement vise à soutenir particulièrement les pays africains avec un objectif de 120 milliards de dollars. Francine Moukeba. Dans le cadre de la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, 24 milliards de dollars ont déjà été mobilisés cette année auprès des donataires sur un objectif visé de 120 milliards de dollars. Les fonds serviront à soutenir 78 pays dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de la résilience climatique et de la création d'emplois. L'Association internationale de développement s'engage également à simplifier ses opérations pour offrir des résultats plus rapides et plus efficaces, réduisant de moitié le nombre de métriques nécessaires à ces projets. L'Association internationale de développement, qui joue un rôle clé dans le financement des projets de développement, cible en particulier les pays à faible revenu, dont la majorité se situe en Afrique. D'après les domaines de la Banque mondiale, 464 millions de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne ou
plus de la moitié des pays sont exposés à un risque élevé de surendettement. Depuis 60 ans, l'Association internationale de développement a mobilisé 270 milliards de dollars, dont 179 milliards pour l'Afrique, selon l'institution de Bretton Woods. De l'investissement international à l'infrastructure locale, nous nous tournons maintenant vers la Côte d'Ivoire. Ces dernières années, le pays a réalisé d'importants investissements pour améliorer son réseau routier. En 2025, la Côte d'Ivoire prévoit d'ajouter 1922 km des routes. Blaise Kozola. 2025, la Côte d'Ivoire prévoit de poursuivre et d'achever le bitumage de 1922 km de nouvelles routes. Les travaux figurent au titre des actions prioritaires du ministère des Infrastructures qui a obtenu en fin de semaine dernière l'approbation par le Sénat d'un budget de 703 milliards de francs CFA, soit 1,13 milliard de dollars. En dehors de nouvelles routes, la grande partie des dotations couvrira aussi la construction, la remise à niveau et l'entretien du réseau routier. Il est également prévu le renforcement de 993 km des routes existantes, la poursuite des travaux dans le cadre du programme d'entretien routier 2023-2025. Au titre de l'année qui s'achève, le taux de routes neuves bitumées conformément au plan annuel est de 52%, celui de routes renforcées était de 91%, alors que l'ensemble des ouvrages réalisés conformément au plan annuel est de 75%. Les montants du budget s'alignent sur la dynamique du gouvernement qui réalise depuis quelques années des grands projets routiers à Abidjan et dans les autres régions intérieures du pays. Dans le cadre de routes urbaines, le projet de transport urbain d'Abidjan permet par exemple la construction d'ouvrages d'art de grande envergure comme le 4e et 5e pont, de plusieurs échangeurs et tronçons de route. Les PER menés par l'Agence de gestion de routes a quant à lui prévu la rénovation de plus de 27 000 km de routes en terre à Abidjan et à l'intérieur du pays sur la période 2023-2025. Les réseaux routiers ivoiriens comportent selon le chiffre disponible plus de 82 000 km de routes classées et plus de 200 000 routes non classées. Et puis un petit tour dans les kiosques à journaux dans cette revue de presse sélectionnée et commentée par Maryse Bolelli. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue de presse de ce lundi 9 décembre 2024. La revue de presse s'ouvre avec Congo Nouveau qui écrit « Dossier 47 millions perçus par le diocèse ». La Synco recadre Jean-Pierre Bemba. Selon le journal, cette structure des évêques de l'Église catholique n'a pas attendu longtemps pour recadrer le VPM de transport. Jean-Pierre Bemba, au sujet de ces allégations sur le fonds alloué à l'Église catholique, estimé à 1 million de dollars pour la réalisation de ses œuvres caritatives au profit de 47 diocèses. Monseigneur Donatien Tcholé a rejeté ces accusations, précisant que le diocèse ont perçu jusqu'ici 6 000 dollars et que le résultat de ces projets existe. Dans ce tir croisé entre le VPM Bemba et la Synco, le journal Econews parle d'un combat en cage. Ce face-à-face n'est pas seulement une querelle de mots, explique ces tabloïds. Il reflète de tensions plus profondes entre la sphère politique et une église influente qui, depuis des décennies, joue un rôle d'arbitre et de gardienne morale en République démocratique du Congo. En s'attaquant à l'institution catholique, Bemba semble vouloir redessiner les lignes du pouvoir dans un pays où l'église dispose d'une autorité sociale qui rivalise souvent avec celle de dirigeants politiques. Tête-à-tête Fayulu Katumbi, le bloc anti-Fachi se renforce, a écrit le quotidien Le Journal. Les deux personnalités ont scellé samedi en Belgique leur union face à la tentative de révision ou changement de constitution initiée par le président Félix Tshisekedi. Les deux leaders ont mis sur la table des stratégies pour renforcer l'unité de l'opposition, question de faire front commun contre le pouvoir en place. Dans l'actualité, Forum des Astres nous apprend que Félix Tshisekedi est attendu à Kananga pour la célébration de Noël. Bien avant la fête de Noël, le président de la République va prononcer le premier discours de son second quinquennat sur l'état de la nation ce mercredi 11 décembre. À cette occasion,
Comme lors de ses précédents discours sur l'état de la nation, commente ces sites d'information générale, le chef de l'État reviendra probablement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, sous état de siège depuis 3 ans, mais aussi l'agression rwandaise via le rebelle du M23 qui occupe de vastes zones dans le territoire de Rutshuru, Masisi, Nirangongo, Walikale, dans la province du Nord Kivu, malgré le cessez-le-feu signé autour du médiateur angolais. Dans la province de l'Atchopo, plus de 3000 ménages touchés par la montée des eaux du fleuve Congo et la rivière Lomami, écrit Forum des As. Une menace pour la population du territoire d'Issangui. Consécutivement à cette situation, il s'observe déjà une hausse vertigineuse du prix de produits de première nécessité. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est ainsi que se termine ce journal. Mesdames et messieurs, je vous rappelle les différents titres. Les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État se sont ouvertes ce lundi au centre financier de Kinshasa. Ces assises, ouvertes par le président de la République, ont rassemblé l'élite économique de la RDC. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Et pour mieux comprendre et maîtriser l'épidémie de l'Mpox qui frappe la RDC et d'autres pays, de nombreux experts de la santé se sont réunis ce lundi 9 décembre afin de suivre un cours avancé sur l'Mpox. Cette rencontre a été inaugurée par le ministre de la Santé publique. Et enfin, à l'international, pour soutenir particulièrement les pays africains, la communauté mondiale s'engage dans une mobilisation pour les pays à faible revenu avec un objectif de 120 milliards de dollars. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.